What we're talking about is money. Real money. Amigo money. No dough, no show. Bienvenue dans Hollywood's Bull, le podcast qui aime les blockbusters, surtout quand ils partent en couille. You see, Hollywood is writing our lives. I'd buy that for $1. It's no expense. Show me the money! Money! Chères auditrices et chers auditeurs, dans cet épisode d'Hollywood's Bull, j'accueille Simon. Bonjour Simon. Salut à tous. Simon, tu étais passé nous voir dans la zone fantastique pour parler de The Vast of Night. Et pour Hollywood's Bull, tu as également choisi un film de science-fiction. Donc on va parler ensemble de ce film de science-fiction qui, hélas, a connu un échec cuisant à sa sortie il y a déjà de cela 10 ans, puisqu'on va parler de À la poursuite de demain, Tomorrowland, réalisé par Brad Bird et sorti en salle en 2015. Go away! Did you see the dog? I want you to take me there. Take you where? Where'd you get this? Who are you, kid? What you saw was a place where the best and the brightest people in the world came together to actually change it. We've been looking for someone like you for a very long time. Why? Did something happen over there? Something bad? They followed you here? Who? Come on! Get in! How is this a good idea? Alors Simon, la tradition dans le podcast, est-ce que tu réussirais à nous faire un pitch de À la poursuite de demain? Oui. Ça raconte l'histoire d'une adolescente qui trouve un pins, qui a le pouvoir, quand elle le touche, de la transporter dans une cité futuriste. On va vouloir en apprendre plus et en gros, ça va la mener sur le chemin notamment d'un inventeur un peu raté entre guillemets, un peu aigri, dans la personne de George Clooney. Et tous les deux, ils vont essayer de percer le secret de la ville et d'y retourner. En fait, tout le périple du film sera d'accéder à la ville. Mais en gros, voilà. Bah, bien résumé, ouais. Alors, pour situer le film au moment de sa sortie et dans le projet commercial qu'il représentait, donc c'est une production Disney des années 2010. On est en 2015, on est un peu une période charnière parce que le MCU est déjà en force à ce moment-là, après le succès du premier Avengers en 2012. Là, cette année-là sort Avengers l'ère d'Ultron. Et 2015, faut pas oublier que c'est aussi le moment où Disney relance la franchise Star Wars. Disney a acquis les films Star Wars en 2012 et a assez vite mis en chantier une nouvelle trilogie, et Le Réveil de la Force sort à Noël 2015. Donc, À la poursuite de demain se retrouve un peu pris en étau entre les deux énormes sorties du calendrier Disney qui étaient à la fois Avengers 2 et l'épisode 7 de Star Wars. Ça participe d'une autre formule de blockbuster Disney, c'est l'adaptation d'attractions des parcs Disney en fait. Le premier sorti en 2002, c'est The Country Bears de Peter Haskins, donc qui a adapté un spectacle qui était populaire dans les parcs Disney, je crois au parc de Floride à Disney. L'année suivante, on a eu Le Manoir hanté et ses 999 fantômes de Rob Minkoff avec Eddie Murphy dans le rôle principal. Et 2003, c'est également la sortie du plus gros succès dans cette logique commerciale qui est Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl, voilà, de Gore Verbinski. Et après Tomorrowland, on a eu plus récemment, dans les années 2020, Jungle Cruise de Jama Colette Serra, sorti en 2021, et une nouvelle adaptation de La Maison hantée de Justin Simien, sorti en 2023. Donc là, cette fois-ci, on est sur une adaptation de plusieurs attractions. On va dire que ça correspondrait, pour nous, public français, ça correspondrait à toute la zone d'attraction du parc Disney, toute la zone Discoveryland, la zone futuriste du parc de Disneyland Paris. Donc on est dans une atmosphère rétro-futuriste qui mélange, on va le voir, plusieurs écoles de la science-fiction, du steampunk, de l'atom-punk et même du solar-punk. Alors toi, pourquoi tu as choisi de parler de ce film À la poursuite de demain? Parce que c'est un film que j'aime beaucoup, que je trouve qui est foisonnant, qui est hyper intéressant. Et le fait qu'il ait pas eu le succès qu'il mérite, ça rajoute un peu aussi à l'aura du projet. Je suis pas capable de me rappeler ni quand ni comment je l'ai découvert, mais j'aime beaucoup Brad Bird, c'est un type qui est hyper intéressant. Et c'est un film en fait qui représente pas mal de choses et juste en fait qui est hyper intéressant à analyser, quoi, parce que c'est un peu une sorte on peut appeler ça les blockbusters d'auteur, parce que t'as quand même Disney derrière qui avait lâché, c'était combien? C'était 190 millions. Ouais, 190 millions. Et alors,
évidemment, c'est Disney. Même à l'époque, ils voulaient leur part du gâteau. Ils fait même tout le gâteau, quoi. Donc, ils allaient pas produire un truc pour juste satisfaire la vision de quelqu'un. Et donc, c'est intéressant. Ouais, t'as un gars comme Bird qui est un type vraiment en plus incontestablement brillant, qui fait un gros film comme ça, qui veut parler de choses, de certaines thématiques. En tout cas, qui veut pas faire tout un film aseptisé. Enfin, et lui, il veut vraiment faire un bon film. Et en même temps, c'est produit du coup par Disney. Donc, t'as vraiment ce côté, cette ambivalence qui rend, je trouve, le projet vraiment intéressant. Et voilà, c'est un film on a du plaisir à voir, même si bah on aura l'occasion d'y revenir. Pas autant que ça devrait. C'est intéressant aussi, je trouve que moi c'est un film que j'adorerais voir plus divertissant, alors il parle aussi d'optimisme, mais on pourra y revenir, mais il est pas aussi agréable que je pense qu'il le pourrait, voire qu'il le devrait. Ça reste un très bon divertissement et surtout en fait dans l'Hollywood qu'on connaît, bah c'est un projet intelligent quoi. C'est un film intelligent qui essaie de parler de choses, qui est fait avec talent et on en a besoin. Alors c'est intéressant ce que tu dis sur divertissant, la réussite ou pas du caractère divertissant du film. Donc Brad Bird, pour le resituer, on l'avait connu fin des années 90 avec Le Géant de Fer, qui est un film d'animation absolument magnifique. C'était fait pour Warner à l'époque et c'était de l'animation 2D, enfin de l'animation 2D. Il me semble que Le Géant de Fer était animé en 3D avec des textures 2D et le reste des personnages étaient en 2D. Enfin, c'était déjà un film très intéressant sur cette espèce de patrimoine de science-fiction pop, pulp, dans lequel baignent les Américains depuis les années 50, 60. Il y avait déjà ce côté rétro-futuriste, un peu vintage, qui faisait tout le charme du Géant de Fer. Et même le rapport aussi à la menace extraterrestre, aux robots, au péril atomique, qui étaient aussi des thématiques qui nous ramenaient aussi à un état d'esprit de l'époque de la guerre froide, d'une Amérique, d'une certaine façon un peu plus naïve, hein, un peu plus candide sur ces questions-là. Donc il y a une parenté bien sûr à faire avec les thématiques de À la poursuite de demain de Tom Holland. Donc après Le Géant de Fer, il a ensuite travaillé avec Pixar sur Les Indestructibles et Ratatouille, qui ont été deux très très gros succès. Pour Disney, je pense que c'était un homme de confiance, hein, c'était vraiment un artisan et comme tu dis un auteur aussi sur lesquels on pouvait miser un budget de presque 200 millions de dollars. Qui plus est, après sa période Pixar, cette première période Pixar, il est ensuite passé au blockbuster live avec le Mission Impossible Protocole Fantôme en 2011. Ça c'était pour Paramount, qui a aussi été un très gros succès. La franchise Mission Impossible, qui avait été laissée en jachère pendant 5 ans, dans la période dans laquelle Tom Cruise était vraiment dans une situation délicate à Hollywood, sur le point d'être cancel par rapport à des comportements, par rapport à son rapport à la scientologie et par rapport à la façon dont il avait exposé son mariage. Enfin, il était un petit peu sur le point d'imploser, le père Cruise, et c'est grâce à Mission Impossible qu'il a réussi à redonner un souffle à sa carrière avec un succès assez important pour Protocole Fantôme, presque 700 millions de dollars pour un budget aux alentours de 140 millions, donc un vrai succès, presque le double du précédent épisode réalisé par J.J. Abrams. Donc quand Brad Bird arrive sur ce projet, quand Tom Holland sort en 2015, il est quand même en état de grâce, on peut dire, à Hollywood après ses succès successifs, pas facile à dire, succès successifs. Et pourtant, voilà, là il y a quelque chose qui va dévisser à ce moment-là avec À la poursuite de demain. C'est étonnant parce que donc tu dis que c'est un film qui est pas, tu le souhaiterais plus divertissant qu'il est. Moi je trouve que c'est vraiment la force de Brad Bird justement, c'est de réussir à ficeler une histoire, encapsuler une aventure dans un savoir-faire, dans un rythme, dans une inventivité de sa mise en scène. On voit que c'est quelqu'un qui vient de l'animation parce qu'il y a des libertés dans la façon dont il va bouger sa caméra. Il y a des scènes qui sont clairement les scènes d'un réalisateur qui veut que ses films live soient aussi dynamiques, soient aussi libres dans leur physique que des films d'animation. Tu vois, la découverte de la cité futuriste de Tom Holland par le jeune Frank au tout début du film, en introduction du film. Puis après, cette espèce de scène où Casey, l'adolescente, se retrouve à cheval entre deux mondes d'une certaine façon. Et puis voilà, toutes les idées autour des inventions scientifiques futuristes qu'il y a dans le film. Bon, je trouve que c'est quand même la marque d'un réalisateur qui réussit à imposer un rythme et une ludicité. Tu vois, si je devais définir un mot pour parler de Brad Bird, c'est vraiment un réalisateur ludique. Non, c'est très divertissant, mais c'est juste que c'est vrai que quand on y pense, et je sais pas si c'est ce qui explique peut-être l'échec du film, mais en fait, t'as le sentiment, je trouve, pendant tout le visionnage, que il y a une sorte d'atmosphère qui était un peu tiraillée entre on voudrait faire un film quand même optimiste et un film, enfin voilà quoi, un film très divertissant et léger. Et en même temps, t'as une sorte de, comment dire, d'amertume sous-jacente qui vient du personnage de Clooney. Et donc en fait, lui, comme il passe une bonne partie du film à râler, il se dispute pas mal avec les autres personnages.
Et en fait, et d'ailleurs, j'avais cité cet exemple dans l'article que j'avais consacré sur le blog du cinéma, où j'avais parlé de la scène d'intro où t'as lui qui parle à la caméra, il est toujours interrompu par Casey. Alors ça dure pas longtemps, c'est pas grand chose, mais il râle un peu. Enfin, il y a cette relation qui est marrante aussi, qui est sympa. Ouais, j'ai l'impression que t'as quand même, ça veut parler. C'est comme si le film voulait parler de choses un peu moins grand public entre guillemets, un peu plus profondes, notamment au niveau de certains sentiments. Tant tout ça au milieu d'un gros blockbuster comme ça. Je crois que, enfin, c'est ce qui avait déçu aussi les gens, c'est que finalement la ville en elle-même, on la voit peu. Après, c'est aussi l'objectif des personnages de retrouver un certain optimisme et qui est matérialisé par la ville. Et donc, forcément, tout le voyage, c'est se met dans le bus, mais pour accéder à la ville. Et puis, finalement, quand tu la retrouves, tu te rends compte qu'elle est à l'abandon, quoi. Et donc, on a finalement peu l'occasion de la voir, à part dans les scènes que tu as mentionnées. C'est vrai que la jolie scène d'ouverture, enfin, quasiment ouverture, quand le petit, ouais, avec son jetpack, on aperçoit la ville, il s'y balade un petit peu, il fait irruption dedans. Et ensuite, par le fameux plan séquence de presque 5 minutes, quand Casey explore un peu une bonne partie de la ville. Mais c'est vrai que, du coup, en fait, moi, je serais d'accord avec les gens qui diraient, oh, ouais, mais c'est dommage, on le voit peu finalement, et quand on voit la ville, on n'a pas l'occasion trop d'en profiter. Donc je pourrais comprendre, par exemple, les gens qui seraient déçus là-dessus. Voilà. Et juste ce sentiment-là, quoi, avec les personnages, notamment celui de Clooney, qui a ce côté un peu râleur. Je pourrais comprendre les gens, mais je dis ça, enfin, je sais pas, c'est plusieurs sensations qui se mélangent, je trouve, qui en font un film intéressant. Mais non, mais je trouve que c'est un assez grand divertissement. On n'a pas encore parlé de la scène aussi, de la fameuse scène de la maison, aussi l'invasion de la maison de Frank, qui est un modèle de scène d'action et de scénographie, à quel point c'est malin et c'est génialement mis en scène. C'est très divertissant, mais il y a une certaine ouais, atmosphère qui vient trahir peut-être les ambitions un peu tiraillées du film, mais ça ne fait que, je pense, le rendre encore plus intéressant. C'est pas du tout un truc, justement, un truc Disney, par exemple, facile. Pour le coup, c'est vraiment un film exigeant, mais qui est quand même très divertissant à regarder, ouais. Ouais, c'est un film sur le désenchantement aussi, hein. C'est aussi un film qui parle du désenchantement d'une époque. Quand on passe de l'époque de Frank enfant, on le découvre au moment d'une sorte de foire universelle, quelque chose comme ça, une espèce de grande exposition universelle futuriste en 1964. Après, on fait un bond dans le temps, une ellipse, et on rejoint la ligne temporelle, on va dire, de Casey dans l'époque contemporaine à la sortie du film, donc en 2015, donc 50 ans plus tard. Bien sûr, le décalage, c'est un décalage sur le rapport des générations au futur. Je cite cette brève de comptoir que j'aime beaucoup, qui est le futur, je préférais celui d'avant. Voilà, j'aime beaucoup cette parole de pilier de comptoir. Je sais pas si elle est inventée par Jean-Marie Gouriot ou s'il l'a réellement entendu dans un bar, mais ça pourrait être presque le slogan du film, ça pourrait presque être la tagline du film, parce que c'est ça en fait, c'est la différence d'approche du futur, une vision très optimiste du futur, comme tu le disais, pour les générations de boomers, les générations avant, je dirais, la crise des chocs pétroliers. On situerait ça vers là, avant l'époque où l'Amérique a été désenchantée, fin des années 60, dans les années 70, avec les crises politiques, les crises économiques, les crises énergétiques qu'a connu l'Amérique et plus largement le monde occidental en fait. Et donc Casey, elle, c'est l'enfant d'une autre époque, hein. C'est une fin millennials ou début génération Z. Et donc elle, c'est une militante pour un monde meilleur qui a en tête d'autres préoccupations que n'avait pas forcément la génération de Frank, et elle représente aussi ça. Elle baigne dans un monde où, comme le dit plus tard le personnage qui est joué par Hugh Laurie, c'est aussi un monde où on a fait de l'apocalypse, de la menace d'une apocalypse, de la menace post-apocalyptique, quelque chose qui est entré dans la consommation de la culture de masse aussi. Donc c'est plus le futur rayonnant, le futur optimiste et le futur plein de créations, plein de choses enthousiasmantes. C'est le futur où au contraire tout est détruit. C'était particulièrement dans l'air du temps à cette époque. Combien de récits de zombies on avait à l'époque de la sortie de Tomorrowland, hein. On était en plein dans Walking Dead, mais t'avais un espèce de renouveau du zombie, du film post-apocalyptique dans divers médias, dans le jeu vidéo, donc à la télévision, dans le cinéma, dans divers circuits d'exploitation, que ce soit de toutes petites séries B, voire Z, comme des gros blockbusters comme World War Z. Et donc là, c'est vrai qu'elle grandit dans cette atmosphère-là, Casey. Donc comme c'est un film sur les désenchantements, c'est très risqué d'en faire un film enjoué, d'en faire un film optimiste, d'en faire un film léger, alors que justement c'est un film qui est toujours menacé par la perte complète des idéaux. C'est un film qui est pas tranquille, c'est pas un film qui ne se préoccupe pas de ce qu'il y a hors champ en fait, comme pas mal de films hollywoodiens qui fonctionnent un peu en circuit clos, qui t'inventent un monde parfait. Là, le film est conscient
de ce qu'il y a hors de lui, les autres discours qui existent en dehors du discours qu'il te propose sur le futur. Il le sait, il en parle presque frontalement à la caméra à travers les dialogues qu'échangent les personnages. C'est comme s'il te parlait directement à toi, spectateur. Est-ce que tu veux continuer d'y croire? Est-ce que tu veux continuer à te complaire dans un espèce de défaitisme? Est-ce que t'as baissé les bras? Est-ce qu'on peut changer encore les choses? Est-ce que t'es anxieux, comme on disait aussi à l'époque? C'est un adjectif qui a commencé à se populariser à ce moment-là. Donc c'est un film qui est très conscient, qui est à la fois conscient de la place qu'il a culturellement, qui te parle de la pop culture, de la culture populaire dans lequel il s'ancre, et qui te demande de réfléchir sur ton rapport aussi à la pop culture, ton rapport à la science-fiction, à ta vision des récits. Donc c'est ça qui fait que c'est un film à la fois exigeant d'une certaine façon avec le spectateur, et plus complexe qu'il y paraît, et en même temps du coup forcément très risqué du point de vue commercial. French hated this thing when Eiffel first unveiled it at the Paris World's Fair. They thought it was an eyesore. Eiffel didn't care, though. It wasn't meant to be a monument. It was meant to find another world. The 4 premiere, plus Ultra's first 4. They were a part of all this? Eiffel, Jules Verne, Tesla, and Mr. Edison. Quand tu dis qu'il parle de la pop culture, t'as cette fameuse scène du coup où Casey va remettre le pins dans la boutique de jeux un peu Blast from the Past. Et en fait, du coup, c'est ça, c'est littéralement Brad Bird qui explose un peu ce rapport un peu pas du tout sain qu'on peut avoir, et surtout que Hollywood en voulant créer tout le temps des franchises, ou en voulant perpétuer les franchises jusqu'à la moelle, enfin tout bouffer et surtout tout saccager quoi. Et lui il te fait exploser ça. En fait, c'est ça. En fait, le talent, les scènes d'action chez lui sont un grand plaisir à regarder, et enfin même en fait même un chant contre chant, il va toujours trouver une idée. D'ailleurs, on peut, pour les gens qui sauraient pas ou qui auraient oublié, enfin pour recontextualiser un peu, c'est à la base, a priori, c'est Damon Lindelof qui est à l'origine du projet, donc qui est assez connu pour avoir surtout en fait écrit la plupart, je crois, des épisodes de Lost. Il avait fait aussi la série, moi je l'ai pas vu, mais c'est, si je me trompe pas, la série Watchmen. The Leftovers. Et bien sûr The Leftovers aussi, voilà. Donc c'est un gars controversé qui plaît pas à tout le monde, mais qui est intéressant. C'est lui qui a initié un peu le projet avec Disney, notamment, et là c'est un article qu'on vous mettra dans la description de nos publications, mais que j'invite les gens à lire, qui est très intéressant, sur Écran Large, un site que j'aime beaucoup, que je cite souvent, qui avait fait un article sur le film, et notamment Lindelof parlait du fait qu'en fait c'est quand il était à Disneyland, il avait remarqué qu'en fait pas mal de gens, notamment des fans hardcore de Disney, avaient en fait des pins qui étaient liés à telle ou telle attraction, et qu'en fait il les collectait avec beaucoup de passion quoi. Et en fait, comme il disait, je cite, que tous ces pins étaient comme un pont vers un souvenir spécifique. L'idée qu'un objet magique, quand tu le touches, te transporte vers un autre monde, et c'est hyper intéressant, et vers un autre sentiment aussi, avec tout comme on l'a dit, cette sensation d'une certaine amertume, mais la désillusion, mais aussi l'émerveillement. Enfin, il y a plein de belles émotions qui parcourent le film, et j'aime bien cette idée-là. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est Lindelof qui a été approché par Disney. Au départ, ça s'appelait 1952 comme titre de travail, et ça se basait sur du coup, c'est ça, une partie des parcs Disney que voulait développer Walt sur le futur et tout ça. Il a commencé à bosser avec un autre scénariste de Lost qui s'appelle Jeff Jensen, avec qui ils ont notamment fait, d'ailleurs, si ça intéresse les gens, ils ont écrit un roman qui s'appelle Before Tomorrowland, et qui a été traduit chez nous, et qui explore aussi d'autres personnages qui se passent avant l'histoire du film, qui a été coécrit avec Bird aussi. Et en fait, tous les trois, avec Brad Bird ensuite, ils sont à l'histoire, crédités à l'histoire, et Brad Bird et Lindelof, et ont écrit le scénario. Et donc, il y avait ce truc aussi, en plus, Brad Bird avait été approché par Disney pour réaliser, du coup, Star Wars 7. J'aurais adoré, personnellement, voir ce que Brad Bird aurait donné, parce que même si j'ai beaucoup d'affection pour Abrams, c'est sûr que Star Wars 7, malheureusement, ne prend pas beaucoup de risques. Comme il disait, c'est que moi, j'ai refusé Star Wars parce que je savais que sans moi, Star Wars 7, ce serait fait, mais j'étais pas sûr qu'un projet comme Tomorrowland puisse être fait, donc c'était une décision dure à prendre, mais j'ai choisi de le faire. Donc c'est intéressant. Tu retrouves qu'une star, en plus, une seule grosse star, on va dire, la personne de George Clooney, parce que l'actrice qui joue Casey, Britt Robertson, n'est pas vraiment connue. Ensuite, t'as Hugh Laurie qui joue méchant, mais tu vois pas énormément. Donc c'est intéressant aussi à ce niveau-là quand même. T'as quand même un acteur plutôt bon et qui rend le projet intéressant. Enfin, c'est pas que des stars qui sont pris ou quoi. On peut rappeler aussi que t'as Michael Giacchino à la musique, qui est peut-être un des meilleurs, qui est même sans aucun doute un des meilleurs compositeurs de sa génération. Ouais, c'est peut-être l'héritier le plus légitime, on va dire, de John Williams. Voilà, pour les musiques orchestrales et thématiques. C'est quelqu'un qui a réinjecté aussi des thèmes musicaux dans les films à une époque où on avait une musique qui était très, comment dirais-je, du sound
sound design. Voilà, c'était plus une musique d'ambiance. Lui est revenu avec des thèmes assez marquants et c'est vrai que c'est appréciable. Ça donne une facture de divertissement qualité Hollywood. Voilà, le travail de Giacchino, quoi, c'est clair. Et, Familial. alors, c'est très très beau ce qu'il fait souvent ce gars-là, mais par contre, je dois reconnaître que pour le coup, alors que je suis un grand fan du monsieur, c'est marrant, c'est pas sa BO que je préfère. J'ai réessayé plusieurs fois de la réécouter, et à part quelques thèmes ou surtout peut-être les morceaux plus calmes que je trouve très jolis, enfin, j'en apprécie pas tant que ça. Je pense que pour Tom Holland, je pense que la direction que lui a donné Brad Bird, c'est de faire vraiment une bande originale très cliché avec ce souffle épique, cet enthousiasme dans la BO qui est très vintage là encore, tu vois. Et je pense que c'est un peu la limite aussi de l'exercice, c'est que je pense que Brad Bird lui a dit, faut que tu nous fasses vraiment une musique qui évoque un divertissement à l'ancienne, façon années 50, 60. T'en retiens pas forcément quelque chose de forcément très original. Il peut pas trop sortir de la route tracée, du cahier des charges imposé, je pense. Voilà, mais Giacchino, oui, je pense que son travail, il est à la mesure de ce que doit évoquer le film. C'est intéressant ce que tu dis sur Damon Lindelof, parce que donc du coup, son concept, le concept sur lequel il a fondé l'histoire qu'il a écrite 1952, c'est un rapport à la nostalgie en fait, d'une certaine façon. C'était un script sur le passé qui paradoxalement parle d'une cité futuriste. C'est ça tout le paradoxe, tout le concept de Damon Lindelof, c'est de parler de notre rapport à passé, de notre nostalgie, d'un passé d'une époque révolue où on était plein d'optimisme et qu'on voudrait retrouver. Sauf qu'à l'écran, ça se manifeste par du futurisme, ça se manifeste par des choses qui n'existaient pas dans les années 50-60. C'est assez poétique comme idée, je trouve. Je trouve que ça fonctionne très bien et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs à différents moments du film avec différentes esthétiques parce que on peut aussi citer tout le passage qui se passe sur la Tour Eiffel et là on entre dans l'esthétique, dans l'état d'esprit steampunk en fait de la fin du 19e siècle et il trace une parenté complète entre l'esthétique atom punk de la cité de Tom Holland et cette période de la science-fiction qui s'amusait aussi avec des spéculations futuristes, avec des architectures, avec des procédés scientifiques qui seront peut-être développés dans les décennies à venir grâce à l'électricité, grâce au métal, au charbon, voilà. Cette scène sur la Tour Eiffel, c'est aussi une espèce de scène qui t'évoque la nostalgie de la ferveur steampunk, alors qu'en réalité, comment dire, tout ça est une invention de l'esprit, tout ça est une façon d'idéaliser aussi une époque, de rêver d'une époque. Oui. Et tout le film en fait parle de ça aussi, de la façon dont on va idéaliser le passé, dans la façon dont on va réécrire son histoire. Frank reproche des choses au personnage d'Athéna qui est un petit robot qu'on n'a pas cité, un petit robot qui a l'aspect d'une petite fille. Et Athéna lui dit non mais toi t'es aigri parce que t'as voulu revisiter ton enfance de cette façon et me faire porter la culpabilité de ce qui t'est arrivé. Mais c'est toi aussi le responsable, Frank, de tes erreurs. C'était parce que t'es têtu, c'est parce que t'es buté. Le film parle aussi de cette façon dont on va réécrire une histoire, dont on va réécrire une époque. Oui, c'est très beau. Et puis, c'est vrai que je serais curieux de le montrer, par exemple, à quelqu'un d'une cinquantaine, soixantaine d'années. Bah, il a été fait d'ailleurs, enfin, par un gars qui avait à peu près cet âge-là à l'époque, quoi. Comment on se sent peut-être quand on vieillit, quand on voit le monde un peu autour de nous parce que c'est ça, hein, enfin, aussi t'as une scène au début, sur de petits montages séquences où t'as Casey qui est en cours et chaque prof, les profs leur parlent du monde qui va pas, ils te citent plein de, et puis le meilleur des mondes et tout. Enfin, il y a tout ça. Et puis t'as Frank qui est un type, qui a plus de 50 ans, et ça, c'est aussi une assez belle idée, qui a gardé cet amour, du coup, parce que oui, comme tu dis, on en a pas parlé, mais Athéna, l'androïde qui est chargé de repérer un peu les rêveurs et donc qui transmet le pins à Casey. En fait, lui, il est tombé amoureux d'elle quand il était gamin, et donc ça, c'est aussi une assez belle idée que le film traite avec plutôt pas mal de délicatesse, qui est jouée d'ailleurs avec beaucoup de talent par l'actrice qui s'appelle Raify Cassidy, qu'on n'a pas trop vu à part assez récemment. Elle jouait un rôle, figure-toi, dans The Brutalist. Elle était vraiment douée. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'était notamment Rafik Djoumi. Il avait parlé notamment d'un Rockyrama. Il y avait un Rockyrama spécial Bird et Tom Cruise. Et on a fait un article. Il parlait aussi de Brad Bird comme un technophobe contrarié et comme un type brillant qui se sait brillant. Et ça rend le truc intéressant parce que tu peux faire aussi un lien avec Walt Disney, qui était quelqu'un de brillant, mais qui était aussi loin d'être une personne parfaite. T'as ça aussi, je pense, qui rajoute un peu de profondeur au thème abordé par le film et tout, sur aussi comment se situe le personnage. Bah, c'était aussi ça le thème, un des thèmes des Indestructibles, comme disait, je crois, Syndrome, qui disait que quand tout le monde est exceptionnel, plus personne ne l'est. Enfin, il y avait aussi ces traitements de ça, des personnes exceptionnelles. Et c'est intéressant parce que moi, j'adore évidemment Brad Bird, mais tu sens que c'est peut-être pas un mec avec qui il est hyper facile de travailler tout le temps. Peut-être que c'est un gars, je pense, qui peut avoir un certain caractère. Et comment il se sent lui, tu vois, enfin, ça, est-ce qu'il est pas un peu hautain, j'en sais rien.
rien. Mais ça rend le projet, je trouve, intéressant. Puis quel plaisir de mise en scène. Déjà, le Géant de fer, c'était assez brillant. Il avait été saccagé un peu par Warner Bros. Qui savait pas comment le vendre. Et je me souviens d'avoir lu que Bird disait que il lui avait fallu après le film, quand il voulait faire Les Indestructibles, si je me trompe pas, c'est ça. Mais il disait, moi, il m'avait fallu un mois pour obtenir un rendez-vous avec les dirigeants de Warner Bros. Et en très peu de temps, en quelques jours, Steve Jobs, qui était donc à Pixar, connaissait le nom de ma femme, de mes enfants, il demandait de leurs nouvelles. Enfin, donc il est parti chez Pixar, il t'a fait ensuite Les Indestructibles, Ratatouille, enfin Mission Impossible 4, c'est pareil, c'est un plaisir de mise en scène fou, notamment avec son rapport les gadgets aussi, la technologie, on y revient. Mais ça reste un mec brillant. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre très récemment que un projet qu'il a depuis longtemps s'appelle Reagan, futuriste, il y a un petit côté Blade Runner qui va enfin a priori réussir à faire, qui est sur les bons rails. Donc on attend ça parce que ça fait depuis mine de rien 2018 qu'il a pas sorti de film. Et puis ça serait sympa de le revoir dans du live aussi, dans autre chose que de l'animation. Effectivement, c'est des super œuvres qu'il propose avec Pixar, et en revenant sur Les Indestructibles 2, il revient faire une suite aux Indestructibles. Bon, là, ce projet Reagan, c'est vrai que c'est un truc qui lui tient à cœur, je crois, presque depuis 30 ans, il me semble. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est. C'est pas avec Pixar, hein. Donc ça va être apparemment sur Netflix. Voilà, c'est une production Skydance pour Netflix. Et donc effectivement, c'est une sorte de film cyberpunk, néo-noir, tech-noir. Voilà, donc ça risque d'être très intéressant, et c'est un projet donc très personnel, donc j'ai hâte de voir ça. Mais je serais intéressé de le revoir aussi, effectivement, sur du live action, parce que je trouve qu'il dirige plutôt bien ses acteurs. Je trouve que ça crée des spectacles assez intéressants où tu sens sa formation d'animateur, quelque chose de très intéressant sur la direction artistique, une vraie ludicité dans Mission Impossible 4. Voilà, il y a vraiment des scènes qui sont assez jouissives dans le côté on utilise les gadgets de Mission Impossible, on utilise le lore Mission Impossible, tout de la tiraille Mission Impossible avec les masques, les gadgets. Et en plus, dans Mission Impossible Protocol Phantom, ce qui est génial, c'est que tout dysfonctionne en fait. Le principe, c'est que tout se détraque. Donc c'est encore plus marrant. Donc je serais intéressé de le revoir sur un film live avec des acteurs. Il y a un truc aussi que je trouve dommage, c'est pas simplement donc Brad Bird, la carrière de Brad Bird, c'est aussi la carrière de quelques personnes qu'on a citées. T'as cité l'actrice qui joue Athéna, mais l'actrice principale du film, Britt Robertson, qui je trouve est formidable dans le film, compose vraiment un personnage attachant, drôle, comme Frank est un personnage un peu plus têtu, un peu plus bourru, un peu plus sombre. C'est elle qui rend en charge le côté plus léger du récit, les apports comiques du récit aussi. Je trouve qu'elle est super, cette actrice qui a surtout eu une carrière à la télévision, j'ai l'impression qu'on voit pas assez, en tout cas, qui n'a plus un rôle à la hauteur de celui-ci, qui n'a plus un premier rôle aussi marquant après celui-là. C'est vraiment dommage, quoi. Britt Robertson. Alors après, est-ce que le film aujourd'hui est apprécié par les spectateurs après avoir raté sa sortie en cinéma il y a 10 ans? Est-ce que le film est réévalué et redécouvert? Je l'espère. Peut-être aussi que 2015, au-delà du calendrier Disney de l'époque, avec, comme on l'a cité, Star Wars et le MCU et Avengers, il y avait de toute façon un embouteillage d'énormes blockbusters au moment où il est sorti, hein. Le film sort fin mai, si je dis pas de bêtises. Donc il sort après le carton d'Avengers 2. Il va y avoir Fast and Furious aussi dans la foulée au mois de juin. On a Fast and Furious numéro 7 et on a Jurassic World. En l'espace de 2 mois, on a 3 films qui se situent, je crois, entre 1,6 milliard pour Jurassic World et 1,4 milliard pour Avengers 2. Donc comment tu fais ta place dans le calendrier quand tu es cerné par ces 3 mastodontes, ces 3 tentpoles, comme disent les Américains? Pardon si j'ai loupé, mais Mad Max Fury Road aussi, je sais pas si t'en as... Oui, mais Mad Max Fury Road, ça a été un bide. C'est dommage aussi, Mad Max Fury Road, qui était aussi un film extraordinaire de cette période-là. Voilà, Mad Max Fury Road et Tom Holland ont été 2 films magnifiques, mais qui, hélas, se sont retrouvés cernés par 3 mastodontes. C'est assez fou de se dire qu'à l'époque, il y a finalement pas si longtemps que ça, il y a 10 ans, t'avais 3 films qui dépassaient le milliard dans la même période. Aujourd'hui, quand t'as un blockbuster, on a vu cet été, les blockbusters se retrouvent entre 600, 700, 800 millions de dollars pour Jurassic World Renaissance. Donc là, on se dit, putain, l'été des blockbusters 2015, c'est assez fou. Et donc, il y a peut-être pas de place pour tout le monde. C'est Tom Holland qui a été sacrifié. Bon, peut-être que Disney l'a aussi sacrifié, ce film, hein, parce que en le plaçant à ce moment-là, c'était peut-être aussi compliqué. Voilà, ils auraient peut-être pu le promouvoir davantage et peut-être le placer peut-être un peu plus tard, dans l'été, fin juillet, début août. Enfin bon, on va pas refaire l'histoire, mais peut-être qu'il y avait moyen de susciter l'engouement des familles, d'un public familial auquel s'adresse ce genre de blockbuster
blockbuster. Ouais, je sais pas si les gens l'ont redécouvert un peu. Moi, quand j'en parle, en général, soit les gens l'ont pas vu, soit ils l'ont vu, mais il y a longtemps, du coup, ils s'en souviennent pas trop. Mm. Mais bon, il est sur Disney+, du coup, donc ça peut être l'occasion de le voir. Mais ouais, on le mettra, du coup, je pense, dans le lien, mais j'invite les gens qui s'intéressent, parce que du coup, c'est un film qui est vraiment intéressant à analyser. Puis même, surtout, je veux dire, quand on se penche sur sa création, j'avais trouvé ça passionnant d'entendre Rafik Djoumi qui en parle très bien, et notamment pendant un épisode du podcast No Ciné, il y a longtemps à l'époque, ils en avaient fait un spécial Tomorrowland, ils en parlent et c'est vraiment vraiment intéressant à écouter. Donc autant je sais pas pour le public, par contre je sais qu'il a une belle estime par la critique en général. En tout cas voilà, eux ils en parlent très bien. Donc personnellement je conseillerais aux gens d'écouter Rafik Djoumi sur le sujet. C'est vraiment je trouve passionnant. C'est des projets qu'on aimerait revoir un peu plus souvent en fait aujourd'hui au cinéma. Un projet qui, même s'il se base sur une attraction, est quand même très original, très créatif et presque un scénario original de la part de ses créateurs. On aimerait un peu voir des produits moins formatés, des produits qui s'inscrivent moins directement dans des franchises qui appartiennent moins à un calendrier défini et qui réussissent à trouver leur place entre un Star Wars, un film du MCU, un Pixar, un film Walt Disney Animation. Si Disney se remettait peut-être à faire des projets comme ceux-là, ce serait peut-être bienvenu, ouais, effectivement. De reprendre ces risques-là, ce serait bienvenu. Mais ouais, c'est ce que disait Bird, ouais, c'est rien contre les suites, mais en fait, il s'inquiétait que la plupart, enfin les grands studios ne faisaient quasiment que plus que ça. Il disait, moi j'aimerais que ce genre de film marche pour que les studios soient récompensés et continuent de faire des films comme ça, quoi, originaux. Mais bon, c'est pas toujours le cas, mais ça reste un film, c'est intéressant et qui a une certaine aura, puis qui a pas mal de choses à raconter de son époque, quoi. Donc c'est toujours intéressant, je pense, de se pencher dessus. Donc si on peut le mettre un peu en lumière, c'est pas mal. Moi j'apprécierais toujours le voir et explorer un peu son univers. Donc que les gens n'hésitent pas à se repencher dessus. Let me out of this car! Stop yelling! Let me out now! I will not! I gave you my very last opinion, lady, and I'm not about to let it go to waste. What do you mean your last pin? Place I saw. It exists. Of course it does.